C'est mon scaffold qui a généré newPostPath lui-même. Mais comment est-ce que je faisais pour connaître l'URL de newPostPath? Bah regardez, quand je retourne ici sur mes trucs des routes, je vois que post new, donc la page pour créer un nouveau post, son path, il est juste ici. New post path, ok? Si j'avais voulu rediriger vers l'édition lors du clic, j'aurais mis edit post path, d'accord? Donc là, si je vais sur tous mes posts, vous voyez le new post que j'ai ici, là. Bah, c'est le post que j'ai là, là. C'est le new post que j'ai ici. Donc là, si je fais une inspection d'éléments et que je regarde le code qui est généré, bah, je m'aperçois qu'en fait, Link2, c'est simplement un A, href, post new, new post. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un helper. Qu'est-ce que c'est qu'un helper? Un helper, c'est des méthodes qui sont faites pour la vue. D'accord? Link2, c'est une méthode de Ruby on Rails qui est propre à la vue. Pourquoi? Parce que ma vue, mon système de vue, il hérite d'une classe vue quelque chose qui contient vue helper. Et dans vue helper, j'ai un tas de méthodes auxquelles j'ai accès dans mon fichier index.html.erb ou même toutes les vues. D'accord? Donc une fois que je clique sur New Post, j'arrive sur quelle page? J'arrive sur post new html.erb. Qu'est-ce que j'ai ici? Bah, j'ai mon titre, j'ai un lien, et au milieu, j'ai ce qu'on appelle un partial. Un partial, c'est une partie de page. Et la spécificité d'un partial, c'est que quand je le nomme, eh ben, il commence toujours par un underscore. Donc ici, j'ai bien underscore form.html.erb. Et je le fais sous forme de partial et je le render. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui est réutilisable. Le formulaire pour la création d'un post et pour l'édition d'un post, ça n'a pas de différence. Ça prend les mêmes éléments. Donc dans New et dans Edit, je vais render, donc je vais afficher. Render, ça veut dire afficher. Le formulaire. D'accord? Donc pour dire que c'est un partial, je précède le nom de mon fichier par un underscore. En revanche, quand je l'affiche ici, pas besoin de préciser l'underscore. D'accord? Donc là, je vais faire quoi? Je vais regarder ce qui se passe dans le post forme de post. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ça, je vous laisserai regarder. Mais là, on utilise FormWeave. FormWeave, c'est un autre partial, c'est un autre helper en Ruby on Rails qui est propre à ERB. ERB qui, je vous le rappelle, est le langage de templating par défaut de Ruby on Rails. Je vous dis par défaut parce qu'il y en a d'autres. Moi, aujourd'hui, quand je code, j'utilise le HAML. D'accord? Le HAML, vous allez voir, enfin, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. En gros, c'est du HTML par indentation. Genre là, par exemple, j'ai... Là, vous voyez? Ça, c'est du HAML. Ça paraît peut-être incompréhensible comme ça, mais en vérité, ça fait gagner un temps fou. Parce que là, vous voyez, quand je fais .dashboard.home, bah, en fait, j'ai créé une div dont la classe est dashboard et dont la classe est dashboard et dont la classe est home. Ça, c'est du HAML. C'est un autre langage de templating. Donc là, vous voyez, j'ai FormWeave. Donc ça me permet de créer un formulaire pour le modèle post avec les différentes informations. Donc là, j'ai tous les messages d'erreur. Et là, j'ai tous les champs différents, d'accord? Et vous voyez, lorsque je soumets mon formulaire ici, là, à votre avis, vers quelle action je vais rediriger? Pardon? Alors, c'est un post, c'est ça. Donc là, ce que je peux faire, c'est quoi? Bah, pour vérifier, je vais taper n'importe quoi. Et je vais regarder. Alors, ici, j'ai bien un post pour mes posts. Donc, j'ai bien une méthode post qui redirige vers ça. Et ici, je vois quoi? Bah, contrôleur action. En contrôleur, j'ai post. Et en action, qu'est-ce que j'ai? Create, exactement. Donc là, je devine quoi? Je devine que la création de mon post, elle redirige, enfin, elle fait appel à l'action create dans mon contrôleur post. Donc là, je fais contrôleur. Suivez même si vous ne comprenez pas tout, hein. Vous allez voir. Tout va rentrer dans l'ordre après. Contrôleur, post contrôleur. Et là, mon create, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il instancie ma classe post avec post params. Post params, en vérité, c'est les paramètres qui sont passés via le formulaire. Ok? Ça vous rappelle quelque chose, ça ou pas? Ça, on l'a fait dans la console. Et c'est ce qu'on a fait en fait en Ruby. Tout ce qu'on a fait en Ruby pendant un long moment, ça a été ça. On a pris des variables, on les a mis en global, et on a instancié une classe à l'intérieur. Et ben là, c'est pareil. Ensuite,
Vous enquiquinez même pas avec tout ce qui est respond to format. En vérité, là, je peux vous le simplifier. En fait, ce qu'on fait là, c'est quoi? C'est qu'on crée une réponse pour le HTML et pour le JSON. Mais en vérité, ma sauvegarde, elle pourrait se limiter à ça. If at post.save. Donc si mon post est sauvegardé, alors je redirige vers l'URL du post et je passe le message post was successfully created. OK? Et je peux mettre un else. Donc dans le cas où mon post n'est pas sauvegardé, je redirige vers mon post path. OK? Je ne l'invente pas. Vous pouvez le voir sur le chemin des routes. Mais au fur et à mesure, parce qu'en Ruby on Rails, tout se ressemble. Moi, je les connais par cœur au final. Et je peux passer une notice. Alors, le mieux, c'est de mettre une alerte et d'écrire post was not created. Donc là, je gère et la création et le cas où on a une erreur. D'accord? Donc, on va essayer la création d'un post là. Et vous allez voir, je vais créer un post sans mettre de user. Ah, bon, ça a bien fonctionné. Ah non, non, ça n'a pas fonctionné, pardon. Ça n'a pas fonctionné, simplement, j'affiche pas mon message d'erreur. Donc pourquoi est-ce que je n'affiche pas mon message d'erreur? Parce que vous voyez ici, pour afficher mon message, habituellement, j'utilisais quoi là? Notice, pour notifier, depuis le contrôleur vers la vue. Alors que là, j'ai utilisé alerte. Là, je vais sur mon layout, donc la vue qui englobe par défaut toutes mes vues. Et en plus de notice, je vais ajouter alerte. D'accord? Donc là, je vais recréer un post. Test, test, sans passer de user. Et comme j'ai pas mis de user, vous voyez, j'ai un message d'erreur qui me dit post was not created. OK? Bon, le rouge, c'est pas la meilleure, le vert, c'est pas la meilleure couleur pour mettre un message d'alerte. Donc là, encore une fois, bah, on est simplement sur du CSS. Hein. Donc là, je passe l'ID alerte à mon alerte. Et dans mon CSS, donc dans Style Sheets, application.css, ici, je vais simplement créer .alerte color red. T'as raison, ça l'a dit, donc c'est un hashtag. Bien joué. Donc là, si je recrée un post, je fais test, test, et que je crée le post, bah vous voyez, j'ai bien post was not created. D'accord? Il y a deux messages. Là, ce qu'on a utilisé ici, notice et alerte, vous allez le voir dans tous les frameworks. Vous l'avez en Laravel, vous l'avez en Symfony ici. À quoi ça vous sert, notice et alerte? C'est simple, ça vous sert à passer une information sous forme de message du contrôleur précédent vers la vue qui suit. D'accord? Ça vous sert à afficher les messages que vous avez traditionnellement dans une application, c'est-à-dire le post a bien été créé, votre message a bien été envoyé, ou alors le message d'erreur. Ok? Ça va pour vous tout ça pour l'instant? Ça va? Il y a la vidéo, donc vous allez pouvoir repasser dessus. Donc, voilà. Là, le post, il a bien été sauvegardé. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, encore une notion importante. Ici, on a pris une méthode qui s'appelle postparams. Mais postparams, moi, je ne sais pas d'où ça sort. Donc là, si vous faites une recherche de postparams dans votre code, vous allez voir qu'en fait, postparams, c'est une méthode. Et qu'est-ce que ça fait postparams? Ça va uniquement autoriser une liste de paramètres qui sont autorisés. D'accord? Donc là, on vient récupérer les paramètres d'URL ou les paramètres de formulaire. Par défaut, en Ruby on Rails, ils seront toujours dans params, d'accord? Donc regardez ce qu'on va faire ici. On va faire un exit. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Test, test. Donc là, j'ai mon message d'erreur. Regardez ici. Je fais params. Regardez ce que j'ai à l'intérieur. J'ai un tas de paramètres. Et pour mon poste, j'ai les paramètres suivants.
Vous voyez ici, j'ai une sorte de hash qui contient post et qui contient le name et qui contient le content, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle ici, on fait params.requirePost, c'est-à-dire que dans les paramètres, on va aller chercher dans post et on va permettre les paramètres suivants dans post. Name, content et user ID. Regardez ici ce que je vais faire. Je vais supprimer l'un des paramètres qui a été autorisé par défaut via Scaffold. Donc je vais supprimer le content. Je vais recréer un post. Bon, je vais créer un user d'abord, parce que sinon je vais tout le temps me manger l'erreur. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, on va l'appeler Didier. Je le crée. Là je retourne sur mes posts. Titre, content et Didier. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai simplement retiré content de ma liste de paramètres autorisés. Ok? Donc qu'est-ce qui va se passer là? Là je crée le post. Le post a bien été créé. En revanche, vous voyez, le content, il n'a pas été sauvegardé. Pourquoi est-ce qu'on fait ça à votre avis? Pourquoi est-ce que Ruby on Rails a une méthode qui permet de whitelister une liste de paramètres? Parce qu'on ne veut jamais faire confiance à l'utilisateur. Ok? Imaginons que moi je sois un utilisateur qui soit développeur aussi en même temps et que je m'amuse à recréer un champ ID en passant par l'inspecteur. Un champ ID ou même un champ prix. Ça voudrait dire que moi, en tant qu'utilisateur, j'aurais simplement à modifier le code de votre formulaire, ajouter un champ prix, un champ ID ou un champ ID même. Enfin, pendant longtemps, il y a des mecs qui faisaient ça, qui exploitaient ça. Ils changeaient le prix directement dans le HTML grâce à l'inspecteur. Ils sauvegardaient, enfin, ils envoyaient le formulaire. Et comme le site il était mal codé, et ben ça envoyait, en gros, le mec il pouvait faire une commande à 0 € parce qu'il avait validé le panier en ajoutant price à 0 €. Là, en faisant ça, les seuls paramètres que vous autorisez l'utilisateur à enregistrer, c'est name et user ID. Et comme il n'y a pas content dans la liste, content n'a pas été enregistré. Ok? Là, vous voyez, si par exemple j'avais ID ici et que je m'amusais, par exemple, là j'ai ça, là j'ai mes éléments, je vais prendre mon champ ici pour name, je vais l'éditer dans HTML, et regardez, je vais mettre ID, je vais enregistrer, test, là je vais lui passer l'ID 1000 par exemple, test, je crée le post, ah vous voyez, j'ai réussi à créer le post avec l'ID 1000 parce que le paramètre ID est autorisé. Là je l'ai autorisé manuellement, mais si vous n'aviez pas cette vérification là en amont, si vous n'avez pas cette couche de vérification en amont là, l'utilisateur il aurait été capable de faire la même chose. Un ID, c'est chiant pour la base de données, c'est tout, ça va, c'est rien. Mais imaginons que ce soit un prix. Là, vous avez un gros problème. Et imaginons que vous ayez un user à qui vous permettez d'éditer ces informations et qu'en base de données, vous avez une propriété sur votre user qui dise admin true ou admin false. Le mec, il s'y connaît un petit peu, il rajoute un champ admin en HTML via l'inspecteur, il se place admin true et il vous détruit votre site internet. C'est bête, hein? C'est tout bête comme chose. Je dis pas que ça arrive tout le temps, mais je peux vous jurer que le jour où ça arrive, vous vous sentez bête. Parce que c'est un minimum de vérification. Et ça, c'est arrivé plein de fois. C'est arrivé plein de fois que sur les sites internet mal codés à l'époque, il y a des mecs qui exploitent cette faille-là. Et encore jusqu'à maintenant, il y a des mecs qui exploitent cette faille-là. Moi, j'ai un pote à moi, aujourd'hui, il est payé pour faire ces tests-là. Il est chez Avast et tout ce qu'il fait, c'est tester les sites internet. Il a une liste de tests à faire. Lui, il est bien intentionné. Un mec mal intentionné qui fait cette liste de tests-là sur votre site et qui se rend compte qu'il y a une faille, il vous l'explose. À l'époque, Emir, par exemple, c'est pas cette erreur-là. Emir, il avait hacké le site internet de Booba. C'était au calme. Et il l'avait dit, Emir, il est bien intentionné. Il l'a dit aux développeurs qui s'en occupaient. Le mec, il s'est mis à le menacer parce qu'il a pris panique au lieu de le remercier. En gros, Emir, c'était mal intentionné.
ils pouvaient bousiller cet internet. La sécurité, c'est hyper important. Et je peux vous assurer qu'il y a des mecs, ils ont une checklist. Ils vont juste tester les différents trucs. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ils passent au test suivant. Donc voilà. Donc là, on a permis ces paramètres-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir là? Non, ça va? Yes. Ce serait possible de savoir que nous, moi, quand j'ai installé l'application, j'ai pas eu le style qu'il y a là. Ah, ils t'ont pas écouté, quoi. Moi, je suis en version 6 de Rails et lui, il est en version 7. Vous êtes en version 7, ouais. C'est de ma faute. Mais je veux faire je vais faire un update, je vais passer mon Rails en version 7 demain. Du coup, dans l'ancienne version, il y avait des styles qu'il y a plus maintenant. C'est ça. Je sais pas, après, tu sais, c'est un tableau, donc en vérité. Ouais. Après, bon, voilà. Niveau avancée technique, juste un table editor. Mais je crois que tu peux les modifier, les scaffolds, pour que ça reparte comme avant. Oui, en effet, c'est dommage, c'est bête. Qu'est-ce que j'allais vous montrer là? Ok. Donc là, je vais vous montrer une chose. C'est bien. Ok, on a créé post, etc. Mais si moi demain je veux le modifier, bah comment je fais? Bah pour ça, je vais créer une migration. Raise G migrate. Donc il y a une convention pour créer une migration. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est ajouter un champ euh, count, un champ views qui sera sous forme d'integer dans mon post. D'accord? Donc pour ça, je vais faire quoi? Je vais faire raise G migrate add views to nom de ma table. Ça s'appelle comment ma table déjà? Post. Et là, views, c'est un integer. Mon integer views. Quoi? Ah oui, pardon. C'est pas migrate, c'est raise G migration. Donc là, j'ai bien ma migration qui a été créée. On va regarder ma migration. Qu'est-ce qu'elle fait? Et ben c'est simple. Elle va ajouter la colonne post. Elle va ajouter une colonne à ma table post. Donc la colonne views qui va être un integer. Moi par défaut, je vais lui passer la valeur de 0, d'accord? Pour que ce soit à 0 vu par défaut. Donc pour que ma migration elle soit effective, je lance raise db migrate. Ma migration elle est effective. Et là je vais retourner sur ma liste de postes, dans son index. Et vous voyez, ici ben, j'avais name content user. Ben, là je vais rajouter une colonne qui va être views, dans laquelle je vais afficher les views de mon poste. Ok? Donc là, si j'actualise la page, bah, j'ai bien views à 0 pour mes postes. Là, on va revoir ce qu'on a vu quand on a parlé de classe et de méthode. Ce que je veux faire maintenant, c'est quoi? C'est que lorsque j'affiche un poste via show, donc quand j'arrive sur cette URL là, on incrémente post. On incrémente le nombre de vues, d'accord? Donc je vais faire pareil là pour post show. Et je vais lui rajouter views. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que chaque fois que je visite cette page-là, donc post 4 en l'occurrence, views, il s'incrémente. Comment est-ce que je vais faire à votre avis? Dis-moi. Alors, c'est peut-être ça, non, mais on va faire une requête insert, la base de données, par exemple. Exactement. On va l'updater.
Mais là, je vais vous montrer comment le faire de manière propre. D'accord? Donc, on va se mettre dans le contrôleur post, dans le post contrôleur. Et dans quelle action je vais me mettre, du coup? Pour l'updater chaque fois que j'affiche cette page. Exactement, dans show. Donc ce que je pourrais faire, c'est quoi? C'est faire un at post. N'oubliez pas, hein, on a un before action ici qui set post. Donc at post, moi, je l'ai parce que je l'ai défini ici. Ça, ne l'oubliez surtout pas. Mon at post, je ne sors pas du chapeau là. Je le sors d'ici parce que à chaque fois, avant d'appeler certaines actions, j'appelle set post qui crée une variable globale at post qui contient le post sur lequel je suis. Donc là, je peux faire un at post.update views at post.views plus 1. Et là, si j'actualise ma page, bah vous voyez, je mets bien à jour mon nombre de vues à chaque fois. Mais nous, parce qu'on est meilleur que ça, on va le faire autrement. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller dans notre modèle post, qui est la classe en vérité, hein, c'est la classe post, et on va créer une méthode, comme on l'a fait en Ruby. Soyez attentifs, hein. On va créer une méthode comme on l'a fait en Ruby, qu'on va appeler def increment view. Qui va directement updater views à view plus 1. Vous voyez ici, en vérité, quand je mets l'update, ben, je m'adresse directement à l'objet en question. D'accord? Comme on l'avait vu en Ruby. C'est comme si je faisais, en gros là, ce que ça fait, c'est le post en question.update post.view plus 1. D'accord? Mais comme je suis déjà dans comme c'est une instantiation, j'ai pas besoin de le préciser. Ici, je l'ai fait comme ça. At post.update at post.views. Mais là, vous voyez, j'ai juste besoin de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On update le nombre de views au nombre de views actuel plus 1. Donc, si mon post, il a 2 vues, eh ben, je mets à jour mon nombre de vues à 2 vues plus 1. C'est clair pour vous, ça? Ok. Et là, du coup, ben, plutôt que d'avoir ma longue requête ici, ben, je vais simplement faire at post.incrementView. Pourquoi? Ça, vous avez dû le voir si vous avez vu MVC. Ce qu'on veut, c'est des gros modèles et des petits contrôleurs. Ok? La logique, on la veut dans les modèles. Le contrôleur, il peut faire appel à des actions du modèle, mais dans le contrôleur, on veut un minimum de logique possible, d'accord? Donc là, ça me dit quoi? Ça me dit undefined local variable or method view for post. Pourquoi? Parce que views, ça prend S. Donc là, j'actualise. Et ça marche bien. Et là, l'intérêt des classes, c'est que l'ensemble de mes postes, eh ben, ils vont hériter de ces méthodes-là. D'accord? Et on va pouvoir faire de la programmation de manière découpée. Si on ne partait pas sur un système de classe comme ça, avec les systèmes d'inclusion, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on aurait un long fichier Ruby ou un long fichier PHP avec un ensemble de méthodes. On aurait des méthodes pour les postes là, des méthodes pour les users là, mais tout serait mélangé. Là, les classes, ça nous permet de découper. Et ça nous permet de dire aussi, ben, ok, j'ai deux méthodes qui portent le même nom, mais post et user, pour le même nom de méthode, ils ont des spécificités. Tu vois, peut-être que le destroy que tu vas faire pour tes posts, bah, tu veux qu'il fasse ça d'abord. Peut-être que tu veux qu'il supprime les commentaires d'abord, alors que ton destroy pour tes users, ben, il veut simplement destroy tes users. C'est ça le principe des classes. Donc vous voyez là, j'ai une méthode incrementView qui permet de faire ça dans mon modèle. Et là, dans mon contrôleur, je peux directement appeler la méthode. Là, on est vraiment sur un modèle MVC. Donc on a la vue qui fait toujours appel au contrôleur, donc qui hérite des variables globales du contrôleur. Et on a le modèle dans lequel on va mettre toute la logique. Ok? C'est clair pour vous ce qu'on a vu là ou vous avez des questions?
Ça va? Pas de questions là pour l'instant? Allez-y, hein, n'hésitez pas. Dis-moi. En fait, le view, si tu veux, c'est une migration que j'ai faite. Donc j'ai rajouté un champ en base de données dans Post, tu vois, donc j'ai créé une migration ici. Donc tu verras que les migrations, tu verras dans la documentation de Ruby, tu tapes Ruby on Rails migration et tu verras toute une documentation là-dessus. D'accord? Si tu veux ajouter un champ vue dans ta table Post, tu dois le faire comme ça. Donc add underscore, le nom de la colonne que tu veux ajouter, underscore to underscore la table à laquelle tu veux l'ajouter. Donc le nom de ta table, c'est le nom de ton modèle en downcase, donc en minuscule, au pluriel. Ensuite, tu mets ton champ et le type de ton champ. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, d'accord? J'ai rajouté views. Donc views, c'est quoi? Views, c'est un champ integer qui va contenir le nombre de vues de mon article. Ok? Donc une fois que j'ai lancé ça, ça crée une migration qui s'appelle add views to post. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un def change, donc qui veut dire qu'on va altérer une table existante. Là, on va ajouter une colonne à ma table post qui va s'appeler vue, qui va être un integer et qui par défaut va avoir la valeur 0. Parce que par défaut, un article, quand tu le crées, il a 0 vue. Ok? Donc une fois que j'ai bien vérifié que tout était bon ici, je fais raise espace db migrate pour rendre la migration effective. Une fois que c'est fait ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis parti sur les vues de mon poste, donc le index et le show, et je suis venu rajouter l'information. Je l'ai rajouté de la même manière que je l'avais fait pour le reste. Donc add post.content pour afficher le content. Donc là, je fais add post.views pour afficher le nombre de vues, qui par défaut est à 0. D'accord? Ça va jusque là? Mais comme je vous l'ai dit, moi, chaque fois que j'affiche un article, ce que je veux, c'est qu'en base de données, on incrémente son nombre de vues de 1. Donc chaque fois que j'affiche un article, je veux que ça s'incrémente de cette manière-là. Je ne sais pas si tu vois là, mais mon nombre de vues, bah, il est à 12. J'actualise, il passe à 13, puis à 14, puis à 15, puis à 16. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que ça, j'aurais pu le faire dans la vue, sauf que c'est dégueulasse de mettre du code dans la vue. La vue, c'est uniquement fait pour afficher. Si vous voulez faire des updates, etc., ça se fait dans le contrôleur. Donc ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est qu'initialement, bah, j'ai fait un post, add post. Donc add post, qui rappelle-toi, je récupère via cette post qui est systématiquement appelée avant les actions show, edit, update et destroy. Donc là, le add post que je récupère ici, moi, en vérité, bah, il a été appelé là. D'accord? Donc là, je récupère le post dont l'ID est celui qui est passé en paramètre. Donc là, si je retourne sur mon navigateur, l'ID qui est passé en paramètre, c'est 4. Donc là, c'est le post 4 qui est contenu dans add post sur ma page actuellement. Et qu'est-ce que je lui fais? Ben, add post.update. Donc update, c'est une méthode qui permet de mettre à jour en base de données. Et je mets à jour le champ vue avec le nombre de vues actuelles. Donc si c'est 0, c'est 0. Et je lui rajoute plus 1 pour l'incrémenter. Et c'est ça en fait qui fait que chaque fois que j'actualise ma page, je passe de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mais ce que j'ai dit ensuite, c'est que dans le contrôleur, on veut mettre le moins de logique possible. Là, ça va, c'est une ligne de code. Mais imaginons que ma fonction, que mon instruction, elle prenne beaucoup plus de place. Genre 2-3 lignes. La bonne pratique, c'est en effet d'appeler la méthode dans le contrôleur, mais de mettre la logique dans la méthode que j'aurais créée dans ma classe avec toute sa logique à l'intérieur. Ok? Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai simplement déplacé mon update views plus 1 dans le modèle, dans la classe, pardon, de post. Et comme add post ici, c'est une instance de la classe post, il a bien accès à increment views. Et là, ça fait exactement la même chose. On prend le post courant et on l'update de son nombre de vues plus 1. Et si je réactualise, pareil, ça se met à jour. Ok? C'est plus clair comme ça?
Vous avez d'autres questions ou pas du tout? N'hésitez pas, hein. Ok. Là, je vais rajouter un champ encore à mon poste. Donc, je vais faire raise gmigration add published to post. D'accord? Published, ça va être quoi? Exactement. Un booléen qui par défaut va être à... Exactement. À false. Donc là, je vais aller dans migrate. Add publish to post. Par défaut, je vais lui passer la valeur false. Et une fois que ma migration elle est bonne, bah c'est simple, hein, je lance raise db2.migrate. Ok? Je vais pas vous le faire dans la vue là. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi dans mon poste? Quel modèle, quelle méthode serait utile pour mon poste maintenant que j'ai créé published? Il y a deux méthodes qui seraient utiles. Publier et dépublier. Donc dev publish. Qu'est-ce que va faire dev publish? Mais comment il va le faire? Exactement. Update. Published. À true. Et ensuite j'ai archive qui permet d'archiver et qui lui, ben, ou unpublish, hein, comme vous voulez, qui va passer published à false. Ok? Et ces méthodes-là, elles sont contenues dans ma méthode post parce que c'est des méthodes qui sont propres à ma classe post. Dans mon user, j'ai pas besoin d'avoir un increment views, j'ai pas besoin d'avoir un publish, j'ai pas besoin d'avoir un archive, d'accord? Par contre, dans mon modèle user, ce que je peux faire, par exemple, ben, je peux dire delete all post. Et ça, depuis un user, ça va me permettre de prendre tous ces posts et de tous les supprimer. Ces méthodes-là, je ne sors pas de mon chapeau. Vous allez pouvoir les retrouver sur la cheat sheet que je vous ai envoyée. Vraiment, jetez-y un œil. Il faut vraiment que vous la regardiez. En fait, c'est obligatoire. Il faut que vous la regardiez parce que si vous ne la regardez pas, vous allez passer à côté de trop d'informations sur Active Record. Vous allez voir que c'est une mine d'or, Active Record. Et si vous ne connaissez pas les méthodes qui sont déjà pré-créées, vous allez passer à côté d'un tas d'informations. D'accord? De quoi est-ce que je peux avoir besoin d'autre sur user? Par exemple, maintenant, il y a la RGPD. Ben, je peux créer une méthode def. Comment on appelle ça? Obfuscate. Je vais pouvoir obfusquer mes données pour que lorsqu'un user me dit, bah écoutez, moi je veux supprimer, je veux que toutes mes informations soient supprimées. Le problème, c'est que quand un user il vous demande ça, vous ne pouvez pas supprimer son compte pour des raisons de métrique, pour des raisons de panier, etc. et tout. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est obfusquer ces données. Là, c'est un meilleur exemple, puisque là, ça va me permettre de créer une méthode qui est beaucoup plus longue. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais faire un update. Dans le name, bah, je vais mettre... Bon, je ne vais pas le mettre sur plusieurs lignes, ça va vous perturber. Mettre sur une seule ligne. Name, ben, je vais mettre... obfuscated. Âge, je vais mettre 200. Comme ça, on est sûr de ne pas retrouver ces informations. Et même ce que je peux faire, c'est que pour ces postes, bah, s'il me demande de tous les archiver, et ben, je peux faire un post. Destroy all. Ou alors un post update published false. Ok? Et ça a du sens pour un user. En revanche, ça n'a aucun sens pour un post. Et ça, vous voyez, si on n'était pas en programmation orientée objet, ben on aurait potentiellement un long fichier PHP, un long fichier Ruby qui contient toutes les méthodes et qui n'est pas organisé. Alors que là, ben, je sais que toutes les méthodes qui sont propres au post, je vais les retrouver dans post.
Et toutes les méthodes qui sont propres au user, je vais les retrouver dans user. En plus de ça, ben, le fait de faire de la programmation orientée objet, d'avoir un système de classe, ça me permet de structurer mon code. Ok? Mon code, il est structuré. Et je sais qu'un user, ben, il va prendre un name, un âge, et je crois que c'est tout. Et je sais qu'un post, ben, il va prendre obligatoirement euh, un user. Ok? Là, j'ai pas mis beaucoup de contrôle, pas beaucoup de vérification. On peut mettre beaucoup plus de vérification. On peut dire que par défaut, sur un post, on ne veut pas qu'il soit sauvegardé s'il n'a pas de name, par exemple. Mais ça, c'est pas des règles de vérification qu'on va vouloir sur un commentaire, par exemple. En fait, le système de classe et la programmation orientée objet, ça va vous permettre de découper votre code. Alors peut-être que pour vous, dans un premier temps, vous n'allez pas trouver ça utile. En revanche, et moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà travaillé sur un projet avec des modèles qui ont 10 000 lignes de code. Si ce n'était pas découpé sous forme de classe, je me suis retrouvé avec des classes qui feraient, avec des fichiers qui feraient 100 000, voire 1 million de lignes. Et même du coup, le mec qui passe après, bah, c'est beaucoup plus logique pour lui. Il sait que s'il va dans le modèle post, il va tomber sur telle ou telle méthode. Il sait que s'il doit chercher telle information, il va la trouver dans tel fichier. D'accord? Ça va pour vous? Ok. Vous avez des questions? N'hésitez pas, hein.